L'eau froide, sans prévenir, frappa la fille dans la tête. L'eau coulait sur le bord de sa casquette de baseball bon marché, trempait les cheveux en dessous, ruisselait sur son visage, son cou et imbibait une grande partie de son t-shirt gris uni. Des gouttes d'eau éclaboussaient le vieux sol en carrelage beige terne du hall du commissariat de police de Sterling West, laissant des traces sombres. L'air était chargé d'une odeur de café brûlé, resté trop longtemps dans la cafetière, de vieux papiers humides et d'une légère odeur de désinfectant qui tentait de masquer le manque d'hygiène. La jeune fille resta là un moment, tout son corps raide sous le choc et l'humiliation soudaine. Elle ne cria pas, ne jura pas. Il n'y eut qu'un halètement coincé dans sa poitrine, un son mélange d'étonnement total et de colère à peine réprimée. L'eau continuait de couler de ses cheveux, ruisselant abondamment sur ses épaules jusqu'au sol, formant une petite flaque autour de ses baskets usées. « Je t'ai dit de partir », rugit une voix d'homme, pleine de colère et de mépris, résonnant dans le hall, par ailleurs silencieux. La voix provenait de derrière le grand et robuste comptoir en chêne où se tenait l'officier Kevin Rohr, un homme blanc trapu d'une quarantaine d'années, au visage rouge et aux yeux étroits et brillants. Il tenait toujours dans sa main une bouteille d'eau minérale en plastique d'un demi-litre, désormais vide. Il regardait la jeune fille avec une joie cruelle, comme s'il venait d'accomplir un acte de punition justifiable. Il s'agit du département de police de Sterling, pas d'un endroit isolé où vous pouvez venir causer des problèmes. Sors d'ici avant que je ne devienne vraiment en colère. L'incident s'était produit si rapidement, de manière si choquante, que plusieurs personnes assises sur des chaises en plastique bleu le long du mur étaient stupéfaites, les yeux grands ouverts, regardant la scène incroyable. Un jeune policier, debout dans un coin plus éloigné en train de trier des papiers, leva également les yeux, son visage montrant un embarras et une confusion évidents, mais il resta là sans montrer aucun signe d'intervention. La femme, qui avait été aspergée d'eau, releva lentement, très lentement la tête. L'eau coulait toujours sur ses joues et son menton, mais ses yeux, qui n'étaient plus complètement masqués par le bord de sa casquette, étaient différents. Ils étaient froids, tranchants comme des rasoirs, intensément concentrés, en contraste frappant avec son apparence désormais échevelée et trempée. Ils étaient fixés sur l'officier Rohr, perçant son expression agressive comme s'ils évaluaient, analysaient, se souvenaient. « Mon espèce !» répéta-t-elle, reprenant les mots de Rohr, sa voix étonnamment profonde et claire, sans la moindre trace de tremblement, chaque mot résonnant fermement par-dessus le bruit de l'eau qui coulait toujours sur le sol. « Qu'entendez-vous exactement par mon genre, officier ? Un acte incroyablement violent et préjudiciable qui se déroule dans un lieu censé représenter la loi et la protection. Pourquoi ce policier a-t-il agi de manière si cruelle et irrationnelle? Qu'a fait cette femme en civil pour mériter cette humiliation publique, cet abus de pouvoir flagrant commis en public? Sera-t-il dissimulé ou devra-t-elle en assumer les conséquences? Et surtout, qui est cette femme mystérieuse derrière le t-shirt trempé et le regard déterminé? Rejoignez-nous alors que nous voyageons dans le temps, découvrons les secrets derrière cet acte choquant et observons la confrontation tendue et sans compromis qui est sur le point d'éclater au poste de police de Westbridge. Une semaine plus tôt, Isabella Easy Marrow avait prêté serment en tant que nouvelle chef de la police du département de police de la ville de Sterling. À 41 ans, elle était une femme afro-américaine remarquable, non seulement avec la silhouette athlétique et en forme de quelqu'un qui avait passé des années à patrouiller dans les rues, mais aussi avec son regard intelligent et déterminé et son impressionnant parcours professionnel.
Elle était arrivée à Sterling en provenance d'une grande ville de la côte Est où elle avait réussi à transformer un service de police en proie à une crise de confiance du public, à des poursuites pour usage excessif de la force et à des conflits internes. Sterling, une ville de taille moyenne avec un riche mélange ethnique, mais aussi de profondes divisions économiques et sociales, faisait face à des problèmes similaires. Les relations entre la police et la communauté, en particulier avec les communautés minoritaires noires et latinos, avaient été gravement érodées par une série d'incidents controversés au cours des dernières années. Des plaintes d'intimidation et de discrimination aux allégations plus graves d'usage inutile de la force, le conseil municipal et le maire, sous la pression du public, ont décidé de relancer la direction du SPD et ont placé de grands espoirs dans la chef Marot, espérant qu'elle pourrait apporter une bouffée d'air frais, rétablir la confiance et mettre en œuvre les réformes nécessaires. Marot était une chef très impliquée. Elle pensait que, pour vraiment comprendre les problèmes inhérents à la culture d'un service de police, elle ne pouvait pas se fier à de longs rapports, à des tableaux statistiques ou à des réunions formelles avec des commandants subordonnés dans son bureau confortable. Elle avait besoin d'aller sous couverture pour voir par elle-même, écouter par elle-même, expérimenter par elle-même comment ses agents interagissaient avec le public au quotidien, en particulier au niveau les plus bas où la plupart des contacts directs avaient lieu. Elle savait que parfois le véritable visage d'une organisation n'est pas révélé au sommet, mais par ceux qui sont en première ligne. Ainsi, au cours de ses premières semaines en fonction, en plus de rencontrer des dirigeants communautaires, des politiciens et des commandants clés, Marot a secrètement planifié une série de visites inopinées dans divers commissariats de police de la ville, en particulier ceux qui présentaient le plus de problèmes. Et pour que ces visites soient vraiment efficaces, elle a décidé qu'elle devait se déguiser en civil ordinaire. Ce matin-là, elle fouilla dans son placard, ignorant les uniformes soignés et les tailleurs. Elle choisit une paire de jeans bleus délavés aux genoux, un t-shirt gris uni sans logo ni image, une paire de vieilles baskets New Balance et une casquette de baseball qu'elle avait achetée il y a des années lors d'un voyage. Elle tira ses épais cheveux noirs en arrière en un chignon et les glissa sous la casquette, tirant la visière presque jusqu'à ses yeux. Elle ne portait pas de maquillage, essayant de paraître un peu fatiguée comme une femme ordinaire confrontée aux problèmes quotidiens. Elle voulait voir comment ses officiers traiteraient Maya Jones, comme elle se surnommait, une femme noire simplement vêtue qui ne semblait ni importante ni puissante. En tête de sa liste se trouvait le commissariat de police régionale de l'Ouest qui dessert une vaste zone comprenant à la fois des quartiers stables de la classe moyenne et des quartiers plus défavorisés économiquement, affichant des taux élevés de criminalité de rue et ayant reçu le plus de plaintes du public concernant les services de police au cours des 2 dernières années. Lors d'un examen attentif des dossiers du personnel et des rapports de plaintes internes, bien que beaucoup aient été clos faute de preuves suffisantes ou de conclusions non fondées, un nom revenait à plusieurs reprises en lien avec des allégations d'impolitesse, d'impatience, de langage inapproprié et, parfois, de remarques discriminatoires, particulièrement dirigées contre les femmes, les immigrés et les personnes de couleur. L'officier Kevin Rohr, matricule 482. Rohr était à Westbridge depuis près d'une décennie, passant une grande partie de son temps à travailler au bureau, car une vieille blessure au genou l'avait rendu inapte à la patrouille de rue. Marot trouva des notes d'anciens superviseurs décrivant Rohr comme bourru et difficile, mais efficace, et les plaintes étaient souvent attribuées à des malentendus ou à la personnalité franche de Rohr.
Marot sentit que Rohr était un parfait exemple du type de problème qu'elle devait résoudre sur le terrain et elle décida de rendre visite à l'officier Rohr en premier lors de sa tournée. Pour éviter d'être reconnue, elle ne prit pas le SUV officiel noir brillant avec chauffeur. Au lieu de cela, elle emprunta une berline Toyota Camry de modèle récent à un ami proche. Elle se rendit dans la zone proche de Fort Westbridge, se garant soigneusement dans une rue à quelques pâtés de maisons parmi les vieilles voitures appartenant aux résidents locaux. Elle vérifia une dernière fois sa tenue dans le rétroviseur, prit une grande inspiration, se rappela le but de son déplacement et sortit de la voiture. Rejoignant le flot de piétons sur le trottoir, elle avait préparé une histoire plausible, une raison légitime pour qu'une citoyenne se présente au poste de police en milieu d'après-midi un jour de semaine. Elle dirait qu'elle s'appelait Maya Jones, qu'elle vivait dans un complexe d'appartements à proximité et qu'elle voulait des informations sur la procédure à suivre pour obtenir une ordonnance de protection temporaire, TRRO, contre un voisin du dessus qui faisait beaucoup de bruit tard le soir. Et qui avait récemment commencé à proférer des menaces lorsqu'elle s'était plainte. Il s'agissait d'un problème assez courant dans les zones densément peuplées, suffisamment grave pour justifier une intervention, mais pas un cas criminel urgent nécessitant de la patience et des conseils de la part de la police à la réception. Ce serait le test parfait pour l'attitude de service de l'officier Rohr. Lorsque Isabella Marot, jouant le rôle de Maya Jones, poussa les lourdes portes vitrées du hall principal du commissariat de police de Westbridge, sa première impression fut celle d'un lieu vieux et délabré. La peinture jaune pâle s'écaillait par endroits. Le sol en carrelage beige présentait quelques petites fissures et les affiches d'information communautaires sur le tableau d'affichage semblaient usées et démodées. La lumière des lampes fluorescentes au plafond était faible et jaune, donnant à l'endroit une atmosphère quelque peu sombre. Seuls quelques résidents étaient assis sur des rangées de chaises en plastique rigide, l'air fatigué et impatient. Le comptoir de réception était en chêne foncé, haut et imposant. C'était peut-être la seule chose dans le hall qui avait conservé sa solidité depuis la construction de la gare. Derrière le comptoir, sous un épais panneau de verre pare-balles percé de quelques petits trous de communication, l'officier Kevin Rohr était assis sur une chaise de bureau usée. Son badge et son étiquette nominative étaient soigneusement épinglés sur sa poitrine. Il fixait son téléphone portable, ses pouces défilant rapidement, complètement inconscient de la personne qui venait d'entrer. Il avait l'air ennuyé, insatisfait et un peu irrité, comme s'il était obligé de faire un travail qu'il détestait. Marot s'approcha du comptoir en gardant une distance respectueuse. Elle attendit. 1 minute passa, puis 2. Rohr gardait les yeux rivés sur le téléphone, reniflant ou soupirant parfois de frustration. Marot toussa délibérément. Aucune réponse. Finalement, elle parla, essayant de garder une voix décontractée et polie. « Excusez-moi, officier. » Rohr leva la tête à contre-cœur, ses petits yeux se plissant vers Marot à travers la vitre. Son regard passa de la casquette tirée bas sur son visage à son simple t-shirt, puis à ses baskets usées. C'était un regard évaluateur qui ne cachait pas son mécontentement. « Quoi ?» demanda-t-il sèchement, sa voix hostile. Marot essaya d'ignorer cette attitude. « Je m'appelle Maya Jones », commença-t-elle d'une voix douce. « J'aimerais avoir des informations sur la procédure à suivre pour obtenir une ordonnance de protection temporaire. J'ai des ennuis avec un voisin dans mon immeuble. » Rohr laissa échapper un long soupir dramatique, comme si elle venait de lui demander quelque chose d'extrêmement pénible et contraignant. Il posa brutalement le téléphone sur la table. « Une ordonnance restrictive ?» répéta-t-il, la voix pleine de frustration. « Il faut aller au tribunal du comté, pas ici. On ne délivre pas ça. Compris ?» Il ne la regarda pas et recommença à fouiller dans les papiers sur la table. « Oui,
Je comprends que la requête doit être déposée au tribunal, expliqua Marot patiemment, gardant son ton respectueux. Mais j'ai lu qu'un rapport de police est généralement exigé comme preuve avant de déposer une requête. Je voudrais signaler du harcèlement et de l'intimidation de la part de mon voisin. Cette fois, Rohr la coupa brutalement, la voix pleine de sarcasme et de mépris. Harcèlement, menace, juste une dispute de baron des bas-fonds. Il met sa musique trop fort. Son chien aboie trop, pas vrai? Ricana-t-il. Écoute, ma fille, on est là pour s'occuper de vrais crimes, vols, cambriolages, violences. Nous n'avons pas de temps à perdre avec vos petits ragots de voisinage. Rentrez chez vous et réglez le problème. Il fit un geste de la main vers la porte, un geste clair de congédiement. La patience de Marot commençait à s'épuiser. Elle sentit le sang lui monter au visage, mais elle prit une profonde inspiration, se rappelant le but du voyage. Elle avait besoin de voir jusqu'où Rohr irait. « Officier, dit-elle, sa voix toujours calme, mais maintenant ferme et claire. C'est votre travail. Je suis une citoyenne de cette ville qui a besoin de l'aide de la police et j'ai le droit de signaler ce que je considère comme une infraction à la loi. Je demande qu'un rapport soit établi et j'ai besoin de votre nom et de votre numéro de badge. » Sa demande de nom et de numéro sembla être la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Rohr. Pour des policiers au comportement aussi douteux, un civil, surtout quelqu'un qu'il méprisait, osant lui demander ses informations personnelles, représentait un défi direct à son autorité et à sa fragile estime de soi. Il se leva de sa chaise, sa carrure imposante remplissant presque l'espace derrière le comptoir. Il frappa violemment le comptoir en bois, faisant sursauter les personnes qui attendaient dans le hall. « Mais pourquoi voulez-vous mon nom? Hein » rugit-il, le visage à nouveau rouge, les veines saillantes sur ses tempes. « Pour aller quelque part porter plainte, pas vrai? Je connais des gens comme vous, toujours à la recherche d'ennui. À la recherche d'ennui avec la police. Maintenant, fichez le camp avant que j'appelle quelqu'un pour vous traîner dehors pour trouble à l'ordre public. Est-ce que tu m'entends? » Sa voix était devenue très forte, pleine de menaces, attirant l'attention de tout le monde dans la salle. Certaines personnes commencèrent à chuchoter entre elles, leurs yeux à la fois curieux et craintifs, alors qu'elles se tournaient vers le comptoir. Mais Isabella Marot ne se laissa pas décourager. Elle avait été confrontée à des situations bien plus dangereuses au cours de sa carrière. Elle se tenait droite, regardant directement dans les yeux brillants de Rohr à travers la vitre par balle. « Je ne vais nulle part, » déclara-t-elle d'une voix ferme, ne montrant aucune trace de peur. « Je reste ici jusqu'à ce que j'exerce mon droit civil de signaler l'incident ou jusqu'à ce que je parle directement à votre superviseur de quart. » Le défi direct, la détermination inébranlable d'une femme noire vêtue de façon simple qu'il avait complètement méprisée, envoyèrent Rohr hors de contrôle. Toute retenue, tous les codes de conduite professionnelle s'étaient évaporés. Les préjugés raciaux, l'insatisfaction à l'égard de son travail, la colère de sentir son autorité remise en question, tout cela explosa en un seul acte de folie inexcusable. Il jeta un coup d'œil à son bureau où il buvait une bouteille à moitié pleine d'eau d'Annie. Dans une rage aveugle, il attrapa la bouteille. « Tu veux te battre jusqu'au bout? Très bien, je vais te montrer !» cria-t-il, la voix brisée par la colère. Puis, à l'horreur et à l'étonnement de Marot et de tous les autres présents, Rohr déverrouilla la porte latérale du comptoir et sortit dans le hall. Il marcha droit vers Marot, le visage tordu de rage. Sans autre avertissement, il déboucha la bouteille et la renversa, versant le reste de l'eau froide sur la tête de Marot. Ouah! Éclaboussure d'eau, halètement de choc parmi les spectateurs, et puis un silence de mort s'abattit sur le hall du commissariat de police de Westbridge. Au moment qui suivit le choc soudain, Isabella Marot se tenait immobile au milieu de la salle d'attente. De l'eau froide coulait de sa tête jusqu'à ses pieds,
trempant ses vêtements, formant une petite flaque sur le sol sous ses pieds. Le silence dans la salle d'attente était devenu si lourd qu'on pouvait presque entendre son propre battement de cœur. Les gens assis en attente étaient tous bouche bée, les yeux grands ouverts devant la scène qui venait de se produire, incapables de croire qu'un policier puisse agir ainsi. Le jeune officier dans le coin de la pièce se tenait également là, le visage pâle, clairement choqué, mais n'osant toujours rien faire. L'officier Rohr se tenait là, juste devant Marot, la bouteille d'eau vide toujours serrée dans sa main. Il haletait, sa poitrine se soulevait, son visage était encore rouge de la colère qu'il venait de déchaîner. Il y avait un air tordu de triomphe sur son visage, mais au fond de ses yeux, il y avait une lueur de confusion, peut-être à cause du silence terrifiant de la femme, ou à cause de la vague conscience qu'il venait de franchir une ligne de non-retour. Marot leva lentement, très lentement, sa main, repoussant les mèches de cheveux mouillées et l'eau qui coulait sur son visage. Puis elle leva les deux mains, saisit le bord de sa casquette et la retira lentement de sa tête. Ses épais cheveux noirs, qui avaient été attachés en chignon, étaient maintenant lâches et dégoulinants, complètement exposés. Plus important encore, le retrait de la casquette révéla tout son visage. Un visage intelligent et anguleux avec des yeux perçants et un front haut. L'apparence d'un roturier anonyme et négligé avait disparu en un instant. À sa place, il y avait l'air inimitable de quelqu'un habitué à donner des ordres, de quelqu'un qui exerçait le pouvoir. Elle regarda droit dans les yeux de Rohr, qui commençaient à se dilater avec un vague sentiment de malaise. Officier Kevin Rohr, matricule 482, commença-t-elle d'une voix différente, plus grave, plus claire, sans hésitation ni douceur. Une autorité froide résonnait dans le hall silencieux. Vos actions à l'instant, verser une bouteille d'eau sur la tête d'un citoyen en quête d'aide, qu'est-ce que c'était? D'abord, refus de prendre une plainte, usage de termes désobligeants et injurieux, puis agression physique. Est-ce là le niveau de travail d'intérêt général auquel la police de Sterling est soumise? Elle marqua une pause, laissant ses mots s'enfoncer dans la tension. Ses yeux ne quittèrent pas le visage de Rohr, observant le changement qui s'opérait. « Peut-être devrais-je me présenter plus en détail ?» poursuivit-elle d'une voix toujours froide, mais teintée d'un sarcasme mordant. « Je suis Isabella Marot. Il y a une semaine, j'ai prêté serment comme chef de la police de Sterling City, votre nouveau chef. Je fais une visite surprise à votre poste aujourd'hui, déguisée, ajouta-t-elle en désignant ses vêtements trempés, afin que je puisse personnellement évaluer l'attitude et la qualité du service des agents en première ligne. Et vous, officier Rohr, venez de me donner une performance vraiment inoubliable. Si une bombe venait d'exploser dans le hall, son effet n'aurait probablement pas été comparable à l'impact de ces mots à l'instant. Le visage de l'officier Rohr subit une série de changements spectaculaires en quelques secondes. D'abord, il y eut une confusion totale, puis l'incrédulité. Il fixa Marot, puis ses vêtements essayant de concilier l'image de la femme ruisselante devant lui avec les portraits sévères et en uniforme du nouveau chef de la police qu'il n'avait vu que dans des bulletins internes et des annonces par courrier électronique. Puis, l'incrédulité se transforma en pure horreur lorsque son cerveau accepta finalement la terrible vérité. Le rouge de la colère disparut de son visage, remplacé par une pâleur mortelle, comme si tout le sang s'était vidé de son corps. « Chef !» balbutia-t-il, sa voix tremblante, à peine audible. Ses yeux étaient écarquillés, emplis de peur. « Non, non, ce n'est pas possible, c'est vraiment vous. » Il fit un pas en arrière, puis un autre, titubant comme un ivrogne. La bouteille d'eau vide lui tomba des mains, roulant sur le sol, produisant de petits bruits secs dans le lourd silence. Et puis,
l'effondrement complet se produisit. Lorsque la pleine réalisation du désastre qu'il venait de provoquer le frappa, les jambes de Rohr semblèrent sur le point de céder. Il leva les mains devant lui, secouant la tête, paniqué. « Oh mon Dieu! Non! Non! Je suis désolé, chef Marot. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que c'était vous. Je le jure devant Dieu, je ne le savais vraiment pas. » Il commença à plaider, sa voix étouffée par la peur et les larmes commençant à lui monter aux yeux. « J'ai eu une très mauvaise journée au travail. Tellement de pression. J'ai perdu le contrôle. Je ne voulais pas vous frapper. S'il vous plaît, croyez-moi. » Il fit un pas en avant, puis s'agenouilla presque sur le sol, juste devant Marot, les mains jointes comme pour prier. « S'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît, ne ruinez pas ma carrière. Ne me virez pas. J'ai une famille à soutenir. Ma femme est malade. 2 enfants encore à l'école. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. C'était juste une erreur stupide, un moment de folie. Je ferai tout ce que vous me demanderez, s'il vous plaît. » Le cri désespéré et larmoyant de Rohr, ainsi que sa peur absolue, résonnèrent dans tout le hall. Son comportement avait complètement changé, passant d'un intimidateur agressif, abusif et méprisant à celui d'un lâche mendiant pour son avenir. C'était un spectacle à la fois pitoyable et méprisable. Mais Isabella Marot ne montra aucun signe d'émotion ou de fléchissement face à cette supplication larmoyante. Elle baissa les yeux vers l'officier, presque prostré à ses pieds, avec un regard froid, non pas de cruauté, mais de profonde déception et d'une détermination d'acier. Elle avait vu suffisamment de larmes de repentance ces derniers temps dans sa carrière. « Une erreur stupide, officier Rohr ?» demanda-t-elle, sa voix toujours froide mais lourde de sens. « Vous considérez comme une erreur stupide le fait de jeter intentionnellement de l'eau froide sur un citoyen, quel qu'il soit, simplement parce qu'il ose vous demander de faire votre travail. Vous considérez comme une erreur d'utiliser un langage désobligeant et insultant basé sur son apparence et peut-être sa race ?» Elle secoua légèrement la tête, un geste emphatique. « Non, officier, ce n'est pas une erreur ponctuelle. C'est la manifestation, le symptôme d'un problème beaucoup plus vaste qui existe dans la culture de ce département. Un problème d'attitude, de préjugés et de manque de respect envers les personnes mêmes que nous avons juré de servir et de protéger. C'est ce problème que l'on m'a chargé de combattre. Et vous venez de me donner un exemple clair. » Elle quitta Rohr des yeux et se tourna vers le jeune officier qui se tenait toujours figé dans le coin, le visage pâle de peur. « Officier !» appela Marot d'une voix ferme. « Faites venir immédiatement le sergent Miller. Dites-lui que le chef est dans le hall et demandez-lui de venir immédiatement. » Le jeune officier sursauta, hocha rapidement la tête et courut presque dans l'arrière-boutique. Moins d'1 minute plus tard, le sergent Miller, un homme d'âge moyen aux cheveux gris et portant un uniforme soigné, se précipita dans le hall, son visage montrant la confusion et l'inquiétude face à la nouvelle urgente. Mais quand il vit la scène devant lui, le chef Marot, qu'il n'avait rencontré qu'une seule fois lors d'une réunion de commandement, se tenant là en civil, trempé de la tête aux pieds, et son subordonné, l'officier Rohr, agenouillé sur le sol avec une expression misérable sur le visage. Sa confusion se transforma instantanément en choc et en panique. « Monsieur » balbutia Miller en s'approchant. « Quoi? Que s'est-il passé ?» Marot regarda Miller droit dans les yeux sévères. « Lieutenant Miller » dit-elle clairement. « L'agent Rohr, matricule 482, est suspendu avec effet immédiat. Confisquez-lui son insigne, son arme et sa radio. Conduisez-le dans une pièce privée et assurez-vous qu'il n'ait aucun contact avec qui que ce soit jusqu'à l'arrivée des affaires internes. Est-ce clair? »« Oui, oui, monsieur, » répondit immédiatement Miller, encore sous le choc. Il jeta un coup d'œil à Rohr, agenouillé par terre, le regard mêlé de colère et de déception. Le lieutenant Marot ajouta
Je veux que vous rédigiez immédiatement un rapport officiel sur cet incident. Je prendrai les déclarations de tous les témoins présents et moi, souligna-t-elle. Je donnerai mon témoignage en tant que victime dans cet incident. Oui, chef, immédiatement, dit Miller en se tournant vers Rohr, toujours effondré. Rohr, lève-toi, suis-moi. Lui et le jeune officier aidèrent Rohr, qui était boiteux, à se relever et l'emmenèrent dans l'arrière-salle, laissant Marot seul au milieu de la salle d'attente, ses vêtements encore humides, mais son expression déterminée. Les enquêtes internes d'une unité spécialisée furent menées avec la plus grande rapidité et priorité, sous la direction directe du bureau du shérif Marot. Une équipe d'enquêteurs expérimentés se rendit à la station de Westbridge dans l'heure. Ils accomplirent leur travail de manière méthodique et professionnelle. Tout d'abord, ils recueillirent une déclaration détaillée et formelle du chef Marot. Elle raconta objectivement tout l'incident depuis son entrée dans la station, la conversation initiale avec Rohr, le refus de service, les insultes, l'eau versée et la révélation de son identité. Sa déclaration fut enregistrée et soigneusement transcrite. Ensuite, ils interrogèrent l'officier Rohr. À ce moment-là, Rohr s'était quelque peu calmé, mais il était toujours dans un état de panique et de choc. Face aux enquêteurs de l'IA, notoirement coriaces, il n'essaya plus d'être évasif ni de tout justifier par le stress. Il admit avoir refusé d'aider Marot, qu'il pensait être Maya Jones, avoir utilisé un langage inapproprié et finalement avoir versé de l'eau sur elle dans un accès de rage. Cependant, il tenta malgré tout de justifier son comportement par le stress lié au travail, affirmant ne pas avoir su qu'elle était chef de la police et implora la clémence. L'UIA recueillit également les déclarations du sergent Miller, du jeune officier témoin partiel de l'incident, ainsi que celles de 3 civils restés dans le hall après avoir reçu l'assurance que leurs déclarations seraient protégées. Toutes les déclarations concordaient avec le récit du shérif Marot concernant le comportement de Rohr. Plus important encore, les caméras de sécurité du hall avaient enregistré l'incident dans son intégralité avec des détails clairs et irréfutables. La vidéo montrait clairement l'indifférence initiale de Rohr, la conversation de plus en plus tendue au comptoir, puis ses actions. S'éloignant du comptoir, s'approchant de Marot et lui versant une bouteille d'eau sur la tête. La vidéo constituait une preuve irréfutable contre toutes les tentatives de défense de Rohr. Les enquêteurs de l'UIA examinèrent également le dossier personnel et les antécédents disciplinaires de l'agent Rohr. Ils découvrirent une série de plaintes écrites de citoyens au cours des 5 dernières années, décrivant des comportements similaires, impolitesse, manque de respect et langage discriminatoire, en particulier envers les femmes et les minorités. Cependant, la plupart de ces plaintes se sont soldées par des avertissements verbaux ou des conseils de la part de ses anciens supérieurs, voire par un licenciement dû à un manque de preuves ou à l'absence de témoins. Le dossier dressait le portrait d'un officier aux problèmes d'attitude persistants, tolérés ou ignorés par le système jusqu'à ce qu'ils entraînent de graves conséquences. Avec les preuves irréfutables des caméras de sécurité, les témoignages de la victime, du chef lui-même et des témoins, ainsi qu'un historique de plaintes antérieures, la conclusion de l'enquête de l'UIA est claire. L'agent Kevin Rohr a gravement violé une série de codes d'éthique et de règlements du SPD, notamment en manquant à ses devoirs, en faisant preuve de manque de respect et de mépris envers les citoyens, en utilisant un langage inapproprié, en abusant de son pouvoir et en agressant le chef Marot alors qu'elle agissait en tant que civile. L'affaire a été portée devant le conseil de discipline du SPD. Sous un examen minutieux et avec un message clair du chef Marot, selon lequel elle souhaitait une réponse dure mais constructive si possible,
le Conseil a pris une décision considérée comme sans précédent au sein du département de police de Sterling. Ils ont choisi de ne pas licencier Rohr directement, ce qui était entièrement justifié, mais ont plutôt imposé une mesure disciplinaire combinant une punition avec la possibilité éventuelle de correction, une suspension d'1 an et 12 mois sans salaire. Il s'agit d'une sanction financière extrêmement sévère qui affecte directement la vie et la famille de Rohr et constitue un coup dur pour sa carrière. Deuxièmement, la participation obligatoire à un programme d'intervention spéciale appelé Deuxième Chance. Il s'agit d'un programme probatoire de 2 ans conçu spécifiquement pour les cas graves de violation d'attitude et de préjugés comme celui de Rohr. Le programme comprend une série d'exigences strictes et étroitement surveillées. Participation à une formation intensive et obligatoire sur la gestion de la colère, les compétences de communication non conflictuelle, la désescalade, l'éthique professionnelle, le droit des droits civiques, l'antiracisme et l'identification des préjugés implicites. Participation à des séances de psychothérapie individuelle hebdomadaires obligatoires avec un psychologue désigné pour aborder les problèmes fondamentaux d'attitude, de préjugés et de contrôle émotionnel. Réalisation d'un minimum de 200 heures de service communautaire supervisé dans des organisations à but non lucratif qui servent des communautés racialement et culturellement diverses, des communautés envers lesquelles Rohr a peut-être manifesté des préjugés dans le passé. Passation de tests d'évaluation périodiques tous les 3 mois sur les connaissances, les attitudes et le comportement par un comité de suivi indépendant composé de représentants de l'IA, du département de formation, d'un psychologue et d'un représentant de la communauté. Le Rohr doit réussir et démontrer de véritables changements durables d'attitude et de comportement au cours du programme de 2 ans pour être considéré pour un réemploi au SPD. Lors de sa réintégration, si elle est autorisée, il sera placé sous surveillance spéciale pendant au moins 1 année supplémentaire. Toute violation au cours du programme, ou si le conseil de surveillance conclut qu'il n'a pas démontré d'amélioration réelle et substantielle, entraînera un licenciement permanent immédiat sans possibilité d'appel. La décision disciplinaire a été annoncée en interne et a également été résumée dans un communiqué de presse du chef Marot destiné à démontrer sa transparence et son engagement en faveur des réformes. L'incident de l'officier Rohr et la gestion ferme, quoique non conventionnelle, de l'affaire par le chef Marot ont envoyé des ondes de choc dans le département de police de Sterling. C'était comme une pierre jetée dans un étang stagnant, provoquant des ondes dans tous les rangs. Le message n'aurait pas pu être plus clair. L'ère des dissimulations, de la tolérance envers les mauvaises conduites, de l'autoritarisme et du sectarisme était officiellement révolue sous la direction du nouveau chef. Marot a habilement utilisé l'incident, bien qu'elle n'ait jamais mentionné Rohr par son nom dans les déclarations publiques ultérieures, comme une étude de cas lors des réunions de commandement et des séances de recyclage obligatoires pour l'ensemble des forces, soulignant ses nouvelles attentes en matière de service professionnel, de respect absolu pour tous les citoyens, quelles que soient les circonstances, et les conséquences inévitables et graves de tout abus de pouvoir ou de discrimination découvert.